Une barrière est-elle en train de tomber entre l'Église et le Front National? Comment décrypter l'avenue samedi prochain de Marion Maréchal Le Pen à l'Université d'été catholique du Var à l'invitation du diocèse? On va en parler avec nos invités. Guillaume Goubert, bonsoir. Vous êtes le directeur du journal La Croix. Vous sortez un dossier complet demain sur ce sujet. Jérôme Fourquet, bonsoir. Directeur du département opinion à l'IFOP. Bruno Jeudi, bonsoir. Rédacteur en chef politique à Paris Match. Et puis Serge Raffi, bonsoir. Journaliste politique à l'Obs. Alors pourquoi diable, sans mauvais jeu de mots bien sûr, pourquoi diable le diocèse de Toulon a-t-il invité Marion Maréchal Le Pen? Eh bien, on va poser la question à celui qui a lancé cette invitation, justement, le père Louis-Marie Guiton. Il est avec nous en duplex. Bonsoir, Louis-Marie Guiton. Est-ce que vous l'avez invité en tant que catholique ou en tant que chef de file du Front National pour les régionales? Alors, nous avons d'abord organisé des universités d'été, et c'est dans ce cadre que nous avons organisé une table ronde qui contient généralement des chrétiens qui sont engagés en politique. Et effectivement, à ce titre, on invite des chrétiens qui appartiennent à différentes familles politiques, parmi lesquelles, cette année, Marion Maréchal Le Pen, qui effectivement appartient au Front National. Si vous voulez, les universités ne tournent pas autour de Marion Maréchal Le Pen. Oui, pardon, sauf qu'elle est tête de liste et pas les autres, et qu'il y a une élection dans quelques mois et que c'est dans votre région. Voilà, c'est ça aussi qui fait parler. Oui, tout à fait, ça je comprends bien, mais comprenez aussi que l'invitation a été lancée avant qu'elle soit candidate au régional et surtout qu'elle soit tête de liste. C'était assez difficile, une fois que le débat avait été lancé, de le déprogrammer. Si vous voulez, on a un petit peu l'impression que de toute façon, en tout cas pour certaines personnes, inviter le Front National, ce ne sera jamais le moment. Et pour vous, c'est le moment d'inviter le Front National ? Si vous voulez, ça n'est pas le fruit d'un calcul. Pour nous, ça tombe au moment d'université d'été qui tourne sur le thème de l'engagement des chrétiens en politique. Donc on est, si vous voulez, on est 3 jours de formation avec des chrétiens sur le thème cette année de médias et vérité. Nous terminons généralement et habituellement par une table ronde. C'était aussi le moyen pour nous de montrer la pluralité du monde politique, surtout dans notre diocèse. Qu'on comprenne bien, est-ce que vous auriez pu inviter de la même manière Marine Le Pen, par exemple? Est-ce que vous l'auriez fait? Écoutez, c'est une bonne question, mais c'est vrai que beaucoup d'entre vos confrères l'ont relevé. Il était arrivé de dire que les curés devaient rester dans leur sacristie, dont acte. Il se trouve que cette année, sa nièce vient rendre visite à la sacristie. Peut-être que le changement, il n'est pas forcément là où on l'imagine. Jean-Marie Le Pen, il y a quelques années, avait déclaré « Le Front National a certainement la doctrine la plus proche du programme social de l'Église ». Vous êtes d'accord avec ça ? La difficulté, si vous voulez, pour les chrétiens, c'est de considérer qu'il y a un parti qui est plus catholique qu'un autre. Or, je pense qu'on ne peut pas dire qu'un seul parti qui existe, en tout cas aujourd'hui, soit conforme à la doctrine sociale de l'Église. Si vous voulez, ça serait faire de la politique une idole, un absolu. Ça n'est pas possible. La politique, c'est toujours l'art du possible qui exige effectivement qu'on respecte un certain nombre de principes quand on est chrétien, mais en même temps qu'on soit conscient de la réalité, autrement dit qu'on soit capable d'être cohérent à l'intérieur même peut-être d'un parti qui ne défend pas forcément toutes les idées que l'on peut défendre. Justement, c'est peut-être un peu plus que ça, hein. Le porte-parole de l'épiscopat déclare dans le journal La Croix à paraître demain, son directeur est avec nous, vous le lirez avec attention j'imagine, qu'il y a beaucoup d'idées au Front National qui sont clairement en opposition avec l'Évangile. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis tout à fait d'accord, mais je pense aussi qu'il est nécessaire qu'on le dise à propos de tous les partis. Parce que si on regarde la doctrine sociale de l'Église, je pense qu'on peut effectivement dire aucun parti, tous les partis défendent des idées qui sont absolument incompatibles avec l'Évangile. Pardon, on parle par exemple de... hier, Jean-Pierre Mignard de Témoignages chrétiens citait le Deutéronome. Toujours tu accueilleras l'étranger comme ton frère, car toujours tu te souviendras d'avoir été l'esclave dans la maison d'Égypte. Vous le connaissez par cœur ce texte. Ça s'adresse quand même particulièrement au Front National, pas aux autres partis. Oui, mais je pourrais vous faire une citation, peut-être que vous avez lu ce document, c'est une très belle encyclique, ça s'appelle Laudato Si, c'est sur l'écologie et je pense que c'est une interpellation par exemple qui s'adresse à tous les partis. Autre discours du pape, vous l'avez certainement suivi aussi en Bolivie il y a quelques jours, un discours extrêmement ferme sur la conception que l'on a de l'économie.
Et à partir du moment où on embrasse une certaine conception du libéralisme, ce qui est le cas pour tous les partis français à l'heure actuelle, alors on peut dire qu'on est effectivement en dehors des idées défendues par l'Église catholique. Dernière question, est-ce que vous comptez le lui dire samedi à Marion Maréchal Le Pen, tout ce qui ne va pas dans son programme, dans la doctrine de son parti, tout ce qui ne correspond pas finalement à la doctrine de l'Église? Alors, bien sûr, mais ça n'est pas simplement une parole qui sera adressée simplement à Marion Maréchal Le Pen. Il y aura 4 personnes qui défendent aussi des idées. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'articulation, la cohérence entre les idées et l'action politique. Et c'est normal qu'on crée des espaces de dialogue, que l'on invite les gens, qu'on les interpelle en disant, écoutez, vous dites chrétien, ou vous vous dites croyant, eh bien, dites-nous la cohérence entre justement cette idée, ce point de votre programme et votre foi chrétienne. Quitte à décerner un brevet de respectabilité d'une certaine manière, comme on le craint encore à Témoignage chrétien justement, puisque c'est eux qui ont pris la parole là-dessus? Non, nous interpellons les gens, mais il ne nous appartient pas de leur donner des bons points. On ne va pas mettre des notes, si vous voulez, ou des mitres, puisque Goliath ou Témoignage chrétien sont habitués de ce genre de notation. Merci Louis-Marie Guiton d'avoir accepté de répondre en direct ce soir à nos questions à 2 jours de cet événement qui fait donc beaucoup parler, vous l'avez compris. On va justement entendre les... Et merci à Laure Parra, qui a assuré pour iTélé ce duplex. Je voudrais entendre votre réaction, Guillaume Goubert, justement, à ces mots du père Louis-Marie Guiton. Je trouve qu'un point important, c'est, me semble-t-il, c'est le fait que le Front National a une petite tendance dans son histoire à se présenter comme le parti le plus proche du catholicisme. Et Marion Maréchal Le Pen incarne assez bien cette propension. Donc c'est là où ce parti pose un problème un petit peu particulier à l'Église catholique et où le fait de l'inviter n'est pas indifférent. Et inviter le Front National, ce n'est pas tout à fait comme inviter un autre parti, dans la mesure où il a tendance à se revendiquer comme catholique. Et donc c'est une erreur, d'après vous, cette invitation à la Sainte-Bonne ? On en jugera après si les débats donnent lieu effectivement à des explications franches sur un certain nombre de points, notamment ce qui touche à l'accueil de l'étranger. Alors là, ça ne sera peut-être pas inutile, mais il faut attendre de voir comment ça va se passer. Dans votre journal à paraître demain, vous publiez la réaction de l'épiscopat et de son porte-parole. Pour lui, c'est assez clair. La position de l'Église n'a pas varié. Il y a un barrage avec le Front National et ça se maintient. C'est ça la position globale de l'Église catholique de France aujourd'hui ? Vous savez, il y a un vieux principe ecclésiologique qui dit que chaque évêque et pape en son diocèse. Donc, Monseigneur Ray à Fréjus-Toulon prend des initiatives qui ne sont pas celles de la plupart, de la quasi-totalité de ses confrères. Monseigneur Ribado-Dumas, qui est porte-parole mais également secrétaire général de la conférence épiscopale, a affirmé aujourd'hui ce qui est, disons, le point de consensus presque complet entre tous les évêques de France sur le fait que le Front National n'est pas tout à fait un parti comme les autres. Alors on voit qu'il y a peut-être une stratégie politique qui se dégage et peut-être aussi une théorie des rôles entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen sur cet électorat. Je vais en parler avec vous, messieurs, mais d'abord, justement, je voudrais me retourner vers vous, Jérôme Fourquet, l'homme des chiffres et de l'opinion. Est-ce que ça serait en phase avec l'électorat du Front National, ce rapprochement avec l'Église ? Et est-ce que ça serait en phase avec les chrétiens, ce rapprochement avec le Front National ? Commencer par la fin de votre question. Deuxième. La fin de votre question. Ce qu'on constate historiquement, c'est que les catholiques pratiquants ont toujours été la catégorie socio-culturelle qui était la plus réfractaire au vote frontiste jusqu'au début des années 2000. Progressivement, on assiste depuis le début de ces années 2000 à un alignement du vote des catholiques pratiquants concernant le Front National sur la moyenne des Français. Et je vous donne juste 2 chiffres. Aux dernières élections européennes en 2014, Marine Le Pen fait 25% dans l'ensemble de l'électorat. Elle est à 20%, enfin le Front National, les listes du Front National sont à 20% chez les catholiques pratiquants. Donc on voit que les catholiques pratiquants ne sont pas, loin s'en faut, le groupe social qui aujourd'hui vote le plus pour le Front National. Mais ils rentrent dans la moyenne maintenant. Ils commencent à s'aligner sur la moyenne avec des divergences, notamment géographiques, qui peuvent encore exister. C'est-à-dire qu'on a un catholicisme dans l'Ouest qui résiste plutôt bien à cette tentation, et dans d'autres régions de France, notamment là où le Front National est puissant, et en particulier, par exemple, en PACA, où la porosité est un peu plus grande. Et c'est pas un hasard. D'où l'intérêt, c'est pas un hasard que ça se passe. C'est pas un hasard que ce soit à Toulon que ça se passe. On a rappelé aussi le profil et les prises de position de l'évêque de Fréjus-Toulon, qui, là aussi... Sur le mariage pour tous, sur le mariage pour tous, ou sur des sujets de ce thème, est assez en pointe sur ces questions-là. À ce titre-là, c'est ça le calcul, c'est-à-dire que finalement il y a un jeu de rôle. Il y a Marine Le Pen qui jouerait, on va dire,
l'aile gauche, d'une certaine manière, le côté social. Et puis, il y a Marion Maréchal, qui d'ailleurs, en validant l'héritage du grand-père, ce que ne fait plus la fille maintenant, finalement récupérerait cette droite catholique traditionnelle. C'est ça l'idée? Je ne sais pas si c'est un jeu de rôle. En tous les cas, c'est un cadeau tombé du ciel pour le Front National, puisque, qu'on le veuille ou non, et j'ai entendu les propos du prélat, c'est un brevet de respectabilité qui est donné au Front National. Pour Marion Maréchal-Le Pen, j'ajoute, c'est un très bon coup en pleine campagne régionale, alors qu'elle se lance, qu'elle essaie justement d'exister dans un feuilleton avec le grand-père qui est quand même compliqué. Donc déjà pour elle, pour sa campagne, c'est très bon. Après, est-ce qu'il y a jeu de rôle? C'est clair que de toute façon, toutes les deux ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Vous avez raison, quand Marine Le Pen, qui est candidate elle-même dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, qui n'est pas tout à fait la même région que décrivait Jérôme Fourquet, donc qui est sur une terre de gauche, qui elle-même parle beaucoup moins de sa foi et qui n'était pas, par exemple, n'a pas participé aux manifestations contre le mariage pour tous. Ce qui explique peut-être qu'elle est invitée et pas Marine Le Pen. Inversement, Marion Maréchal-Le Pen, elle, a beaucoup mis en avant ses convictions catholiques, des convictions catholiques traditionnelles. Elle a participé, elle était en pointe, c'était une des rares dirigeantes à participer aux manifestations contre le mariage pour tous. Et donc, finalement, il y a un partage des rôles, mais il existe déjà par leur positionnement politique. Elle est directement l'héritière de Jean-Marie, alors que Marine a plutôt à la fois dédiaboliser le Front National, mais l'a positionner sur des thèmes sociaux, des thèmes qui visaient à toucher les classes populaires pour essayer d'aller chercher ces déçus de la gauche. Serge Raffi, votre analyse de ce qui est en train de se passer avec moi, je vais vous surprendre, je vais venir au secours du père Guiton. Parce que tous les dirigeants du Front National sont invités sur toutes les chaînes télé, dans toutes les émissions radio qui existent, parce que le Front National est un parti puissant et qui électoralement représente quelque chose. L'Église n'est pas encore un média quand même. Hein. Justement, à quoi on assiste ? On assiste simplement dans une université à une invitation d'un personnage politique à un débat avec d'autres personnages politiques, avec une femme des Républicains, des UMP, du même etc. niveau. Elle est tête de liste dans sa région. Un maire on a l'ancien maire d'Ajaccio. Avec qui ils vont débattre d'un certain nombre de débats, d'idées. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est un débat d'idées. Je ne vois pas pourquoi on l'éjecterait d'un débat d'idées, alors que le débat d'idées, il est en permanence sur tous les médias et elle est invitée sur tous les médias. Je ne vois pas en quoi l'Église, qui est traversée... Au nom de sa doctrine, pardon, un média n'a pas de doctrine. L'Église a une doctrine. Mais l'Église n'a pas un dogme fermé. Jean-Paul II, c'est pas le pape François. Ils n'avaient pas du tout les mêmes postures politiques. C'est pas le point de vue posture idéologique. Si vous lisez la Croix de Main. Excusez-moi, je ne suis pas évêque. Mais justement, là on parle d'un évêque. Je dis simplement, l'Église de tout temps a été traversée par des courants politiques. Il y a eu des chrétiens de gauche, etc. Il n'y a pas un dogme absolument fermé sur la vision politique de l'Église. Donc, que ça se passe aujourd'hui, ça ne me choque moi personnellement absolument pas. Par contre, qu'on ait un débat politique... Bien sûr que si. Vous non, parce que vous n'êtes pas pratiquant catholique. Mais pourquoi vous dites ça, vous n'en savez rien. Je ne sais pas, mais c'est le porte-parole de l'Épiscopat. Même si j'étais pratiquant catholique, je ne vois pas pourquoi on m'imposerait un seul point de vue. Il n'y a pas un seul point de vue entre Goliath. L'Église est traversée par plein de courants. C'est un débat absurde. Il est peut-être quand même, au fait de ce qu'il y a dans l'Évangile, dit c'est clairement, le Front National et son programme, c'est clairement en opposition avec l'Évangile. Il dit ça dans la Croix. Moi, je vous dis que le Front National, depuis 10 ans, comme il y a une pratique de la confusion des signes, Bruno Jeudi l'a dit, par rapport justement à la vision, par exemple, que défend Marine Le Pen sur le service public, sur l'État, tout un tas de concepts qu'ils ont, je dirais, préemptés à la gauche, que la gauche a pratiquement oublié de mettre en avant dans ses dernières campagnes électorales. Cette confusion des signes fait que l'électorat lui-même, il est dans cette logique de confusion des signes et qui peut effectivement comprendre et qu'il y a un débat là-dessus. Moi, ça ne me choque pas. Guillaume Goubert, est-ce que vos lecteurs catholiques, pratiquants, comprennent ça? Est-ce qu'ils l'acceptent? Est-ce que j'imagine que vous commencez à avoir déjà des retours un petit peu? Disons que notre lectorat, effectivement, il reflète lui aussi la diversité dont vous parlez. Je veux dire, il y a différentes sensibilités au sein des catholiques. La question est, il est vrai que c'est la première fois que
un dirigeant du Front National est invité officiellement à une manifestation organisée par une instance de l'Église catholique. Et je pense qu'il y a un certain nombre de catholiques qui se demandent effectivement si c'est une très bonne idée de briser cette digue-là et que ça peut avoir des conséquences par la suite qui seraient négatives. En tout cas, voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce qui reste tout de même une première. Après, effectivement, on verra ce qui s'y dit et ce qui s'y fait. Et éventuellement, d'ailleurs, les objections qui sont faites sur place, y compris auprès des responsables politiques de tous bords qui s'y trouvent. Vous restez avec nous, il est 23h. Dans la deuxième partie de ce décryptage, on va parler de l'éclatement de la gauche en cette rentrée. Le président du groupe Europe Écologie Les Verts qui claque la porte de son parti. Les frondeurs socialistes qui donnent de la voix à la veille de l'université d'été du Parti socialiste à La Rochelle. Où va la gauche à 18 mois des présidentielles? On en reparle juste après le rappel de l'actu avec vous, Soisic. Et ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi, la fracture chez les Verts. François de Rugy a claqué la porte. Il dénonce une dérive gauchiste du parti. Se verrait-il au gouvernement? Il est en tout cas ce soir chez les socialistes à La Rochelle. La chasse au gaspillage de Ségolène Royal, un accord a été trouvé aujourd'hui avec la grande distribution. 2 millions de tonnes de nourriture partent à la poubelle chaque année. Les enseignes qui font déjà des dons aux associations ont promis de faire encore plus. À chaque jour, son nouveau drame des réfugiés. Plusieurs dizaines de corps ont été retrouvés en Autriche. Ils gisaient dans un camion abandonné au bord de l'autoroute. Un camion immatriculé en Hongrie. Et tout de suite, la deuxième partie du grand décryptage sur l'éclatement de la gauche en cette rentrée. C'est un moment de la fragmentation de l'ensemble de la gauche, c'est regrettable. La fragmentation de la gauche. Le constat est dur pour le patron du PS. À peine arrivé à La Rochelle, il doit commenter les divisions chez les alliés écologistes, mais aussi au sein de son parti. À 18 mois de la présidentielle, la gauche semble en voie d'explosion. Toujours avec nous pour en parler, Jérôme Fourquet, directeur opinion de l'IFOP, Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique de Paris Match, et Serge Raffi, journaliste politique à l'Obs. Donc pour parler de cette fragmentation de la gauche, on va commencer avec, c'est un peu l'événement politique du jour, le patron du groupe EELV à l'Assemblée, qui a tout simplement claqué la porte du parti aujourd'hui. Écoutez. Moi je dis Europe Écologie Les Verts, pour moi c'est fini, mais je crois que c'est fini dans l'ambition qui était celle de Danny Cohn-Bendit, la dynamique qu'il avait créée en 2008-2009, qui a perduré un petit peu et qui aujourd'hui est complètement retombée. Pourquoi ? Parce que Europe Écologie Les Verts se replie. C'est un parti qui se replie sur lui-même. Il y a un vrai risque de repli sectaire. Et puis d'un autre côté, il y a une dérive gauchiste. Dérive gauchiste, dérive sectaire, il mâche pas ses mots, François de Rugy. Il est cavalier seul, là? Il est éclaireur? Il va être suivi? Qu'est-ce que vous en pensez de la suite? Il est éclaireur, clairement. Moi, je vais vous dire, je dis ouf, il était temps qu'on lève, qu'on arrête avec toute cette hypocrisie, justement, de ce groupe écologiste qui était politiquement, idéologiquement tellement différent. Donc à un moment donné, il faut clarifier les choses et donc en sortir aussi de ce mythe de la gauche plurielle qu'on essaye de faire tenir d'une manière absolument ridicule. Ça tient plus, tout ça, on le sait bien. Je veux dire, Cambadélis, c'est lui qui est le créateur de cette gauche plurielle, mais c'était il y a très très longtemps déjà. Le temps passe très vite. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Une partie de l'écologie a été préemptée par... Le mot sera un peu fort, je caricature, mais par, je dirais, des trotskistes qui se sont emparés du mouvement écologiste. Et il y a des vrais écologistes qui, eux, pensent qu'il faudrait parler plus de l'écologie et moins faire d'idéologie et moins d'essayer de se rapprocher justement de Mélenchon, etc. L'écologie, plus personne n'en parle, à part au gouvernement. D'ailleurs, c'est pas si mal que ça. Pour Ségolène Royal, elle dit elle-même, on en parle. Parce que les écologistes de ELV ne parlent plus. Et au fond, quand on regarde ce qu'a fait Danny Cohn-Bendit en 2011, c'est-à-dire il y a pratiquement 5 ans maintenant, eh bien, c'était visionnaire. Il avait compris que de toute manière, le parti que lui-même avait fondé était condamné à mort. Et aujourd'hui, on est en train d'annoncer la fin d'un parti. Et après tout, c'est un organisme vivant. Il peut mourir, d'autres choses naîtront derrière, et c'est pas si mal que ça. Bruno Jeudi, c'est la mort d'Europe Écologie Les Verts, c'est le premier coup? En tous les cas, on est clairement sur le chemin d'un parti qui est en voie d'implosion. L'acte fort de Rugy en témoigne. En même temps, c'est un parti qui a eu Adia déjà depuis presque 2 ans. Vous imaginez, l'année dernière, c'est Noël Mamère qui quitte Europe Écologie Les Verts pour dérive droitière. Cette fois, c'est François de Rugy qui quitte Europe Écologie Les Verts pour dérive gauchiste. Imaginez les téléspectateurs qui nous regardent qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce parti ?»
François de Rugy tire aussi les leçons de ce qu'il a vécu à Villeneuve-d'Ascq lors des journées d'été des Verts. C'était des journées mortifères. Ils se sont mis sur la figure comme c'est pas possible. Et il était très isolé avec Jean-Vincent Placé, qui est dans une situation quasi comparable. Il n'a pas dit ce qu'il ferait encore, mais il parle d'une structure morte en parlant de son parti déjà ce soir. C'est encore pire parce que lui, s'il s'en va pour le coup du groupe, il n'y a plus de groupe, puisqu'ils sont 10. Lui, c'est le Sénat. Il n'y a plus de groupe. Et Barbara Pompili est très, très, très isolée. Non, elle a dit qu'elle restait pour l'instant. Ce qui est clair, c'est que la ligne Cécile Duflot, c'est aussi la ligne, ça reflète aussi ce que pensent les militants. Les militants sont très à gauche, les militants d'Europe Écologie Les Verts. La base, en tous les cas, la base militante. Peut-être pas les électeurs, mais la base militante. Jérôme Fourquet sans doute nous éclairera là-dessus. On l'a vu lors de la dernière présidentielle. Ils ont choisi la candidate la plus à gauche et Eva Joly, ça s'est terminé à 2%. Et honnêtement, Cécile Duflot, ça se terminera à 2% en 2017 si elle va jusqu'au bout de son aventure. Alors c'est vrai qu'il y a un hiatus entre la base militante et les sympathisants, mais là, quand on parle d'échéance électorale, on va quand même s'intéresser aux sympathisants. Est-ce qu'il est en raccord avec les sympathisants, François de Rugy, en démissionnant? Écoutez, tout à fait. On a fait un sondage récemment pour Dimanche Ouest France sur l'attitude attendue vis-à-vis du gouvernement de la part des écologistes. 80% des sympathisants, donc des électeurs écologistes, souhaitent que les écologistes rentrent au gouvernement. 80%. Donc la position Rugy. Tout à fait. Et on est à 55% dans l'électorat socialiste. Donc il y a effectivement, et ça c'est pas nouveau, Daniel Cohn-Bendit l'avait bien ressenti, tout un électorat écolo qui est de centre-gauche, assez modéré, alors que là pareil, les militants qui sont très peu nombreux, eux sont beaucoup plus à gauche, comme le disait Bruno Jeudi. Donc il y a ce hiatus très très fort qui fait que il y a des tensions permanentes. On peut rajouter une autre ligne de clivage, c'est la ligne de clivage qui oppose François de Rugy et un certain nombre de ses amis qui sont parlementaires, élus uniquement grâce à des accords avec le PS. Parce que sans accord avec le PS, y compris Madame Duflot qui est élue dans le 11e arrondissement... La meilleure circonscription de France, mais c'est une circonscription socialiste. Voilà, mais sans candidat socialiste en face d'elle. Si le PS décide de jouer le rapport de force, il n'y a plus un seul député sauf Noël Mamère, qui pratique le cumul des mandats à l'encontre de la doctrine du parti, mais lui il peut se le permettre parce qu'il a un véritable fief. Donc il y a toutes ces lignes de fracture qui rentrent en ligne de compte. Ça n'a pas échappé à Barbara Pompili, qui était la coprésidente du groupe écologiste avec François de Rugy. Qui va devenir de fait la présidente. Qui va devenir la présidente, qui est sur la même ligne idéologique que lui, sauf que dans sa région, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, une majorité de militants, on y revient, a décidé de faire alliance avec le Front de gauche. Alors elle n'est pas du tout sur cette ligne. Donc on ne voit pas vraiment comment ça va tenir. C'est tout l'enjeu. C'est la rupture, en fait, elle vient de ces accords pour les régionales. C'est grosso modo, soit on veut s'allier avec le PS, soit on ne veut pas. Et c'est ça qui a été cette rupture. Comment vous l'imaginez, le scénario de l'après-régional ? Comment est-ce que vous l'imaginez, justement, pour cette gauche éclatée, pour les relations entre le PS et Europe Écologie Les Verts ? Il faut se projeter dans une nouvelle Bérésina pour la gauche. Là, clairement, on est parti pour, en gros, la copie conforme des municipales, des départementales et sans doute des régionales. Alors peut-être la gauche sauvera-t-elle 2-3 régions. On verra à l'arrivée combien il y en aura. Mais bon, aujourd'hui, ils vont perdre l'essentiel de ce qu'ils détenaient aujourd'hui. Donc des exécutifs où il y avait des présidents socialistes avec des vice-présidents écologistes, il n'y en aura plus demain. Les Verts, c'est un parti qui petit à petit avait construit un parti d'élus. Il ne va plus avoir d'élus. C'est un parti qui va être sans élus. Ils ont perdu dans beaucoup de villes. Alors bon, il reste leurs bastions qui sont Paris et l'Île-de-France. Mais mis à part Grenoble, qui est un cas très particulier, il n'y a pratiquement plus rien. La grande question, c'est est-ce que François de Rugy et ses amis vont constituer un mouvement qui pourrait s'apparenter à un parti politique dans les mois qui viennent et qui pourrait essayer d'attirer, de séduire l'électorat dont parlait Jérôme tout à l'heure. Et effectivement, si ce mouvement peut éclore, là, le président de la République va enfin avoir un levier. C'est-à-dire, ce qu'on a vu aussi ces dernières semaines, c'est qu'au fond, il ne bougeait pas sur cette question, alors qu'il savait parfaitement que c'était cuit avec les gauchistes des Verts. Il le savait, mais en même temps, il ne bougeait pas parce qu'il avait une espèce il avait un discours sur le thème « il faut un arrangement et un accord politique ». Or, il n'est pas possible d'avoir un accord politique avec des gens qui huent les ministres socialistes dans leurs meetings. C'est pas possible. Il y a une place pour un nouveau parti de l'écologie, un peu moins à gauche. Oui, il y en a déjà deux. Il y en a déjà deux. Il y a des micro-partis. Il y a le parti de M. Benamias, qui lui aussi était à Europe Écologie Les Verts, qui est parti. Donc, il y a un espace pour le centre-gauche, ce que
François Hollande, je pense, a bien vu, une espèce de parti satellite. Mais pour les Français, c'est forcément à part des autres partis ou ça peut s'inclure dans les partis, voilà. Ça peut s'inclure. Est-ce que le monsieur écologie peut être au sein du PS? Il peut être au sein du PS si il est bien identifié, s'il a un discours clair et si aussi on voit qu'au sein du PS, il n'est pas uniquement là comme un faire-valoir, mais qu'il a une capacité de gagner des arbitrages. Et l'idée Oui, pardon. Ce qui est dommage, c'est que cette opération-là ne se soit pas faite beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'on lève ces hypocrisies depuis longtemps, ce qui aurait permis au président de la République et à la gauche de préparer la COP 21 dans des conditions peut-être un peu plus rassurantes, un peu plus apaisées que ce qu'on risque de vivre dans les semaines qui viennent. Alors en tout cas, il y aura un autre front pour le gouvernement, ce sont les frondeurs à la veille de La Rochelle. Ils ont fait bon à part ce soir à Marennes. Tout à l'heure, Christian Paul, qui était notre invité, disait « Je n'attends plus rien du discours de Manuel Valls, je n'attends plus rien quasiment de ce gouvernement ». C'est à peu près ça. On est là dans une rupture globale. On peut imaginer qu'eux aussi vont faire sécession. Ils ont invité ce soir des amis de Podemos et de Syriza. On peut imaginer un Podemos, un Syriza à la française avec eux, non? Non, c'est retenez-moi où je fais un malheur. Il y a eu le congrès, là ils nous refont, ils font les prolongations du congrès. Ils ont perdu au congrès, les frondeurs, clairement. Donc, non, mais là ils ont l'arme du budget qu'ils pourraient ne pas voter. Bien sûr, mais il y a déjà beaucoup de textes qui n'ont pas voté, se sont abstenus. Chaque fois, le budget, c'est différent, il y a une crise de nerfs maintenant pratiquement sur tous les votes. Alors évidemment, le budget, on verra si certains sont capables de franchir le Rubicon, de sortir de la majorité. Parce que si vous votez contre le budget, là vous sortez de la majorité. On le verra et surtout, il faudra compter le nombre. Pour l'instant, il y a un député socialiste, un frondeur qui s'est mis en conformité avec ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est sorti, il n'est plus au Parti socialiste. Je ne le crois pas. En revanche, on voit bien que les frondeurs, ils ont trouvé là un moyen de faire prolonger la fronde avec leur bête noire qui est Emmanuel Macron. Ils tapent dessus matin, midi et soir. Moins sur Valls. C'est vrai que Valls, l'année dernière, avait été sifflé à La Rochelle. Peut-être que cette année, il y aura un peu plus d'indifférence par rapport au discours de Manuel Valls. C'est vrai que Macron, c'est leur bête noire, mais il le leur rend bien aussi, parce qu'il était à l'université d'été du MEDEF ce soir, et regardez ce qu'il a dit, il a carrément attaqué les 35 heures. Vous entendrez la réaction de M. Paul sur cette antenne tout à l'heure. La gauche, je dois le dire, n'est pas exempte de critiques particulières. Elle a pu croire à un moment, il y a longtemps, que la politique se faisait contre les entreprises, ou au moins sans elles, qu'il suffisait de décréter et de légiférer pour que les choses changent, qu'il n'était pas nécessaire de connaître le monde de l'entreprise pour prétendre le régenter, que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était des fausses idées. Nicolas Sarkozy était de retour, mais je n'avais pas compris qu'il était de retour au gouvernement. Moi, je ne crois pas que l'augmentation de la durée du travail, la durée légale du travail, soit une solution. C'est l'exemple même des fausses solutions dans lesquelles s'enferment aujourd'hui certains ministres au gouvernement, pas tous, heureusement. Moi, j'aimerais que le président de la République, là, arrête ce concours l'épine des vieilles recettes libérales. Je pense que d'abord, ça divise le pays, ça fracture la gauche, c'est pas quand même négligeable, c'est la majorité aujourd'hui. Vous savez, c'est très facile d'aller se faire applaudir par l'Assemblée générale du MEDEF avec des petites blagues démagogiques. Ça ressemble quand même à une déclaration de guerre totale, là, Serge Raffi. Ça fait, Bruno l'a dit tout à l'heure, c'est pas nouveau chez les frondeurs. Non mais Macron il y va là quand même. 2 ans, ça fait 2 ans qui tire à boulet rouge sur le gouvernement, qui joue carrément les massacreurs de la gauche. Non mais qu'un ministre de l'économie socialiste à l'université d'été du MEDEF pour dire que les 35 heures c'était mauvais. Mais ce débat-là, il est antédiluvien à gauche, c'est-à-dire qu'il est le débat entre l'offre et la demande depuis toujours. La gauche a connu ce genre de débat. Là simplement. On est à 18 mois d'une présidentielle. Bien sûr, mais on donne beaucoup la parole aux frondeurs, alors qu'ils sont effectivement une poignée, une minorité qui a été écrasée au dernier congrès du Parti socialiste. Et on a l'impression qu'il n'y a qu'eux qui existent. Or, ce n'est pas vrai. Ils avaient quand même inclus dans la majorité Martine Aubry. Il n'était pas prévu quand même que dans le programme, il y ait l'enterrement des 35 heures, comme vient de le faire ce soir Emmanuel Macron, qui est constant. Parce que mais de toute manière, il l'a toujours avait donné une interview il l'avait dit, bien sûr, qu'il fallait c'était pas sur les 35 heures. Donc il est plutôt cohérent. Maintenant, c'est vrai que François Hollande, c'est un débat. Son programme, bien sûr, mais c'est un débat à gauche qui est lié à la crise qui n'en finit pas, à l'émergence au chômage qui baisse pas, au fait que l'économie mondiale est en plein bouleversement et qu'on ne va pas résoudre les questions avec les vieilles recettes. Ce débat qui effectivement n'est pas nouveau, mais qui se cristallise là ce soir autour des 35 heures, les sympathisants de gauche, ils en disent quoi? Ils sont de quel côté? C'est qui leur champion là-dessus? Là, c'est là où c'est compliqué. On voit pourquoi la crise perdure au Parti socialiste, c'est que l'électorat socialiste est coupé en deux sur ces questions. Il y a la moitié qui est sur le discours Macron, le discours Valls, et puis une autre moitié qui est plus classique et plus traditionnelle. Et donc, c'est déjà
un changement majeur, puisqu'on était sur une aile réformiste qui pesait beaucoup moins lourd il y a 5 ou 6 ans. Donc le coming out social-libéral de François Hollande, comme on l'a appelé, a produit des effets dans l'électorat, mais socialiste, mais pas suffisamment. Et là, le tir de barrage de Christian Paul, c'est aussi la suite du Congrès, parce qu'il y a un deal qui avait été passé en disant, bon, on vous respecte et on va mettre un peu d'eau dans notre vin. Et puis, le Congrès étant passé, Manuel Valls, François Hollande à sa façon, mais également Emmanuel Macron, ont quasiment rajouté en disant, on va amplifier les réformes, il reste 18 mois, cette politique n'a peut-être pas produit encore ses résultats, c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin, et donc c'est pas une renégociation du pacte de responsabilité. On continue sur notre ligne. Et donc là, on voit bien que les tensions sont de plus en plus fortes sur cette question-là. Le mot de la fin sur un sondage que vous avez fait pour Paris Match d'ailleurs, qui apparemment quand même est pas très bon pour la gauche. À 18 mois, vous testiez toutes les hypothèses. Ni François Hollande, ni Manuel Valls ne passaient le second tour face à Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. C'est du jamais vu ça, à 18 mois d'une échéance. Alors effectivement, c'est compliqué. On rappelle néanmoins que l'écart entre Nicolas Sarkozy, c'est lui qui était testé dans le sondage pour la droite, et François Hollande ou Valls est relativement... Dans la marge d'erreur. Dans la marge d'erreur. Mais ce qu'on voit dans d'autres enquêtes aussi, c'est qu'effectivement, c'est la qualification du PS qui est en cause aujourd'hui. Et donc ça nous ramène aussi au débat sur les écologistes. C'est-à-dire que ceux qui, comme Madame Duflot, envisagent de se préparer, vont avoir une pression maximale vis-à-vis de tous les électeurs de gauche en disant, vous risquez de faire que notre camp, globalement parlant, soit disqualifié pour le second tour. Donc c'est tout ça aussi qui pèse aujourd'hui sur les débats. Et c'est tout l'enjeu que nous souhaitions décrypter à la veille de ces rencontres du PS à La Rochelle à 18 mois de la présidentielle. Merci messieurs d'avoir participé à ce décryptage ce soir. Vous restez avec nous à suivre le journal des sports. On parle de tirage au sort de la Ligue des Champions. Pas bien servi le PSG. A tout de suite.